Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là en cette magnifique journée de printemps qui est presque une journée d'été. Donc vous êtes d'autant plus méritant de venir m'écouter dans cet amphithéâtre Alvax. Comme vous l'aurez sans doute remarqué au fil des leçons de cette année, j'ai appliqué de façon presque têtue le principe selon lequel, à cette tribune du Collège de France, se déploie la recherche en train de se faire. Le serment était initialement une brève excursion dans le déroulé de ce que j'avais prévu de vous présenter du sacrifice dans les cités, mais le cadre que j'avais passablement assigné à ce thème s'est révélé un peu trop étroit face à la complexité du traitement des animaux dans le cadre juratoire et surtout aux angles morts de notre documentation sur cette question. Angles morts, évidemment, que je retrouvais sans cesse dans la bibliographie sur le sujet en me disant « mais bon, là, il faut approfondir ». Donc, au lieu d'une ou deux leçons centrées sur cette problématique, c'est finalement la moitié du cours de l'année que j'ai consacré à cette procédure, puisque je vais en effet, vous le voyez à l'écran, poursuivre l'interrogation aujourd'hui et la semaine prochaine, qui sera donc la dernière leçon de l'année, en creusant le sillon des questions que j'ai affichées à l'écran la dernière fois. Je les rappelle, quels sont les types de serments qui requièrent le recours à un animal, à une immolation animale, puisque nous avons vu que ce n'était pas toujours le cas. Souvenez-vous de ce passage merveilleux du chant 1 de l'Iliade, où Achille prend le sceptre pour jurer. Que savons-nous, deuxième question, de la manipulation de ces animaux au cours des rituels juratoires? Et quelle signification pouvons-nous donner aux différentes manières d'associer la démarche juratoire à une immolation, avec en ligne de mire le questionnement sur la place des dieux dans ces rituels? En fait, la question du serment est tellement importante, vous l'aurez compris, depuis la citation du discours contre Léocrate de Lycurgue que j'ai évoqué plusieurs fois. Le serment est tellement important dans la manière même dont les cités s'organisent et se structurent et organisent la relation en leur sein, les relations en leur sein. C'est évidemment un point central de la vie en cité, avec cette interrogation sur la place du sacrifice dans ces cités. Donc, c'est pourquoi ce qui n'était finalement qu'un passage en revue au départ de certains processus est devenu une interrogation beaucoup plus ample, vous l'aurez remarqué. Alors, j'ai refermé la dernière leçon sur des expressions lexicales de serments prononcés à Athènes. On en a parlé la semaine dernière, serment katatoniéron, katieron, voire, et c'était le dernier point, katieron teleion, avec le passage du contre Néaira à ce sujet. Je vous l'ai dit, quand il s'agit d'évoquer, on l'a vu la semaine dernière, l'introduction normale d'un enfant au sein d'une fratrie, l'expression sans adjectif pourrait désigner le serment qui accompagne la combustion à l'autel ou sur le foyer, comme l'exprimait l'inscription de Tinos que nous avons vue la semaine dernière. Donc au moment où la combustion se passe sur l'autel, combustion, départ sacrificiel ad Zeus fratrios. Donc ça, c'était l'hypothèse que j'ai effectuée la semaine dernière, puisqu'on n'a pas dans notre documentation sur cette introduction des enfants et sur l'affirmation de leur légitimité, le moindre élément qui permette de penser qu'on ferait appel à un autre animal que celui qui est apporté par l'introducteur. Donc ça, c'était un des hypothèses que je vous avais soumises la semaine dernière. Alors, dans le cas de l'inscription sur le registre d'un dème, en revanche, donc vous vous souviendrez qu'il y a plusieurs étapes dans l'inscription d'un enfant, qui lui permet ensuite d'asseoir sa légitimité et de la revendiquer dans d'éventuels procès. Dans le cas, je disais, de l'inscription sur le registre d'un dème, le cadre de la procédure n'est jamais décrit. On sait juste qu'il y a un serment au moment de l'inscription. Il y a un cas chez Isée
puisque ceci concernait l'inscription dans la fratrie, mais ici vous avez l'introduction dans le dème. Donc ils décidèrent, d'après ce qu'ils entendirent et ce qu'ils savaient, après avoir prêté serment sur les hiéras, ils m'inscrivirent conformément aux injonctions d'Apollodoros, et donc on a cette expression du serment katieron dont je parle maintenant depuis 2 semaines. S'y ajoute le passage un passage du Contre Boulides de Démosthène. Alors, vous vous souvenez, le Contre Boulides, c'est l'histoire du malheureux Euxythéos qui a été éradiqué des listes de citoyens de son dème et qui a fait une action contre cette décision. Et dans les arguments qu'il évoque, et celui-ci je ne l'avais pas encore produit devant vous, il fait référence précisément au registre du dème, et il dit « Il y a eu pour les démotes une révision obligatoire après serment prêté sur des hiéras ». Et de nouveau, on a cette expression « omnui katieron » en raison de la disparition du registre du dème. C'était à l'époque où Antiphilos, le père de Boulides, était démarque. J'y ajoute donc ce passage qui montre une situation un peu spécifique. Nous n'avons pas affaire, dans le cas de ce passage, à une introduction d'un enfant, mais bien à la reconstitution d'un registre qu'on a perdu. C'est très concret. On a perdu le registre qui reprenait la liste des citoyens, ce qui est un peu gênant. Et donc, il faut le reconstituer, ce registre. Et vous voyez l'importance à nouveau du serment qui est prêté katieron pour s'assurer que la liste que l'on va reconstituer est valide et est fondée. Il ne s'agit manifestement pas ici du sacrifice d'introduction dans une fratrie. C'est autre chose, mais on n'en voit pas évidemment le détail. Pour tenter de comprendre ce qui se passe, on peut se pencher sur un autre document que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Vous vous souvenez, c'était il ne fallait pas lire l'ensemble de l'inscription, mais j'avais mis ce calendrier sacrificiel de Torikos en évidence en raison des 12 occurrences de téléon, qui signifiait un animal adulte. Dans cette même inscription, on voit apparaître 2 occurrences d'un terme que vous avez sous les yeux, orchomotion, qui est formé en fait du nom du serment et du fait de jurer. Donc, un orchomotion, c'est ce qui sert à la prestation de serment. Alors, il est clair que la première occurrence dans cette inscription concerne un animal qui est prévu pour la prestation de serment en vue de l'examen public des fonctionnaires. C'est-à-dire que dans un document qui accumule, vous l'avez vu sur la diapositive précédente, qui accumule la liste, qui déploie la liste de tous les animaux qui sont nécessaires sur une année dans un dème, il est clair que orchomotion fait partie de cette logique de la liste et parle évidemment d'un animal. La deuxième occurrence est d'autant plus intéressante qu'on dispose alors du texte du serment qui doit être prêté. Donc on est cette fois, donc là on était au début de l'inscription, vous voyez on est à la ligne 10, là on est à la fin de l'inscription, et donc on voit qu'au moins schirophorion, on doit fournir un animal pour la prestation de serment, et cela traduit orchomotion. Et puis à partir de la ligne 57, ici, on a l'intitulé, enfin pas l'intitulé, la lettre du serment. Je lis avec vous, j'exercerai la charge d'examinateur qui m'est échue, conformément au décret en vertu desquels la charge a été instaurée, qu'il jure, donc cette fois-ci on quitte la lettre du serment pour retrouver l'injonction, qu'il jure par Zeus, Apollon, Déméter, ce qui est la triade qui est en général présente dans les serments officiels à Athènes, en invoquant la destruction complète et que ses assistants prononcent le même serment, que l'on inscrive le serment sur une stèle et qu'on la place à côté du Delphinion, que toutes les charges électives soient soumises à l'examen. Alors, orchomotion est en fait un terme rarement attesté. Et il est ici choisi par les rédacteurs du calendrier en fonction des objectifs du document. Je vous le disais, c'est une liste d'animaux qu'il faut fournir pour toute une série de sacrifices, dont celui
ceux, plus parce qu'il y en a deux, ceux qui interviennent dans le cadre d'un serment. Il s'agit dès lors de serments katieron, mais on ne sait pas quelle manipulation était réservée à leur commotion. On a juste cette information-là. Quant au lieu de la prestation de serment, il pourrait s'agir du delphinion si la restitution est bonne, dans la mesure aussi où, en début d'inscription, on a à nouveau la mention du delphinion, delphinion étant le sanctuaire d'Apollon Delphinios. Donc, on a une prestation de serment, probablement aussi en contexte sacralisé, avec l'invocation de Zeus, Apollon, Déméter, et ce que l'on a vu de façon récurrente, la prononciation d'imprécations si jamais on se parjure. Donc, vous voyez, là, on pourrait penser que dans le cas où, dans le dème du père de Xithéos, dans le Contre Boulides de Démosthène, quand il s'agit de reconstituer le serment, c'est aussi un orchomotion qu'on prévoit. Alors, je continue de pister ces éléments d'information autour de cette idée du serment katieron. Un autre document qui a été lui aussi émis par un dème, c'est intéressant aussi de voir dans différents lieux de cette cité d'Athènes comment les choses se passent, permet d'appuyer le fait que les serments de citoyens en charge de fonctions officielles, puisque vous avez vu qu'Atorikos c'était l'examen des fonctionnaires pour voir soit en entrée de charge, soit en sortie de charge, en fait, on voit que le serment de citoyens en charge de fonctions officielles était prêté katieron. Et on a la plus ancienne en fait des attestations de l'expression elle-même, donc on l'a vu chez les orateurs du IVe siècle, mais avec ce document, vous voyez qu'on se trouve dans le dème de Marathon, peu après la fameuse bataille. 490, bataille de Marathon, victoire inattendue d'Athènes. Et on a mis au jour à Marathon cette stèle opistographe, donc elle est écrite des deux côtés, mais seul un côté m'intéresse, c'est cette inscription-ci, dont voici la transcription. Que je lis avec vous, bon, avec évidemment les lacunes qui sont présentes sur la pierre. Les Héracléas, donc voilà, on sait que c'est la fête d'Héraclès qui est concernée. Les athlètes organisent, on peut supposer les concours, que 30 hommes supervisent la compétition parmi les visiteurs, 3 de chaque tribu qui se sont engagés dans le sanctuaire à organiser ensemble la compétition du mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas moins de 30 ans, donc ça doit être des adultes mûrs. Que ces hommes jurent dans le sanctuaire sur les hiéras, et vous avez de nouveau l'expression kat hieron, avec le lieu explicite, c'est dans le sanctuaire d'Héraclès que le serment doit être prêté. Alors pour comprendre la portée de cette petite inscription, il faut savoir que les gens de Marathon revendiquaient l'ancienneté de leur culte d'Héraclès. Pour eux, ils étaient les premiers à avoir reconnu et honoré Héraclès comme un dieu. Vous connaissez le parcours d'Héraclès, d'abord un héros devenu dieu, et les gens de Marathon considéraient qu'ils étaient les plus anciens, les premiers à avoir reconnu la divinité d'Héraclès. Ils célébraient le dieu tous les 4 ans, et la fête, après la victoire de Marathon, précisément, avait pris une dimension pan-athénienne. Donc tous les Athéniens étaient désormais associés à cette fête, et on le voit bien. On a ces organisateurs qui sont tirés des 10 tribus athéniennes. Donc ça concerne tous les Athéniens. Et comme vous le voyez, donc, ces hommes doivent prêter serment d'accomplir leur tâche de façon adéquate, honnête, katieron, sur des hiéras. Alors, cela veut dire donc, que ce serment doit être prêté sur des animaux, en tout cas, voire des parts sacrificielles, si l'alternative que je vous ai présentée la semaine dernière dans la compréhension de hiéra est valide. Ça peut être soit les animaux eux-mêmes, soit les parts sacrificielles. Alors, on dispose de parallèles au serment de ce type de charge, de ceux qui détiennent ce type de charge
associé à un sanctuaire pour une période déterminée. En fait, dans une inscription d'Éleusis qui est un tout petit peu plus récente que celle-ci, on est dans ce cas dans les années 440, 449, 447. Alors, malheureusement, ce texte ne mentionne pas qu'il faille jurer 4 hierones, mais stipule en revanche que 50 hommes choisis parmi les Athéniens, donc vous voyez, c'est le même principe, ici il y en a 30, là c'est 50, mais on est à Éleusis, dans le cadre du sanctuaire des deux déesses, avec les mystères, donc c'est une toute autre proportion en termes de solennité. Et donc, on apprend dans cette inscription que ces personnes choisies, ces Athéniens, doivent prêter serment, enfin ils entrent en charge après avoir prêté serment entre les deux autels à Éleusis. Donc il n'y a pas de mention cathiérone cette fois-ci, les rédacteurs n'en ont pas ressenti le besoin, mais les deux autels, vous avez ici un bout du L, c'est évidemment l'autel de Déméter et de Corée, qui sont les deux divinités tutélaires du sanctuaire à Éleusis. Alors, on n'a évidemment pas de détails, c'est malheureusement tout, mais il y a une mise en scène du serment. Vous imaginez, on a une sorte de dramatisation de la prestation entre les deux autels, et on peut penser que les autels en question n'étaient pas vides au moment de la prestation de serment, et qu'il y avait bien, puisqu'il y a des autels, des hieras qui étaient concernés. Alors, reprenons le fil de l'expression cathiérone. Donc, vous avez vu, dans le cadre de Marathon, c'est la plus ancienne attestation dont on dispose en termes, je dirais, la plus ancienne, donc c'est forcément chronologique. La deuxième occurrence en ancienneté est elle aussi épigraphique et date du milieu du 5e siècle, donc un peu après. Alors, vous allez voir le sport qu'est l'épigraphie, le travail sur les pierres mutilées. Vous allez voir que c'est... Mais bon, je ne veux pas vous cacher la difficulté de l'entreprise. Et donc, cette occurrence apparaît au sein d'un décret qui met en place toute une série d'engagements de la cité d'Érythrée. Alors, je vous la situe sur une carte. Donc, vous avez Érythrée ici. Et nous sommes au milieu du 5e siècle, donc au moment où Athènes étend son empire, donc tout auréolé de ses victoires contre les Perses, et Athènes étend son empire, et dans ce qu'on appelle la Ligue de Délos, et vous avez ici une carte de l'extension maximale de cette ligue, et donc Érythrée est partenaire dans cette ligue qu'Athènes dirige d'une main de fer, et de plus en plus d'une main de fer. Et donc, il y a des accords avec les cités de la Ligue, dont la mise en place, le plus souvent, d'un régime démocratique. Et donc, il y a des engagements, et qui dit engagement, dit serment. Vous allez voir que le texte dont on dispose est très lacunaire. Je ne cache pas la difficulté. C'est une petite partie du texte qui est évidemment beaucoup plus long. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où la lecture n'est pas assurée. Et, pour ajouter au problème, on a perdu la pierre. Donc, on est obligé de se fonder sur des publications plus anciennes. Donc voilà, c'est évidemment extrêmement délicat, mais ce n'est pas parce que c'est délicat que c'est impossible. Et donc, je vous propose de tirer un maximum d'informations de ce document. Alors, on voit donc, on repère un serment que le Conseil d'Érythrée devra prêter. Donc, je lis la traduction avec vous. Qu'il prête serment par Zeus, Apollon, Déméter, on retrouve la triade que nous avons vue tout à l'heure. Donc on voit bien que c'est une récurrence dans les serments athéniens. En lançant une imprécation de ruine totale sur les parjures, et de ruine totale sur leurs enfants, le païsine est relativement assuré. Bon là, c'est peut-être un peu moins. Et puis, on a ici, vous voyez, kataïrone. Alors, s'il y a des points sous les lettres, c'est que la lecture n'est pas totalement assurée. Donc vous voyez que c'est relativement fragile. Mais on est en contexte juratoire. Donc je pense qu'on a quelques légitimités à accepter cette lecture. Donc on a ici le kata hierone, puis on voit donc sur des hieras, puis je poursuis la traduction de ce qu'on peut lire, que le conseil brûle intégralement. J'ai mis en rouge le verbe ici, katakaien,
puis d'une valeur qui ne soit pas inférieure à, s'ils ne le font pas, qu'ils soient mis à l'amende de 1000 drachmes, que le peuple brûle intégralement, donc vous avez Démon ici, puis de nouveau Katakaïen, qui là n'est pas restitué, contrairement à ici, mais cette occurrence-ci assure la lecture de celle-là. Vous voyez comment on travaille face à ce genre de document. Donc, que le peuple brûle intégralement pour une somme qui ne soit pas inférieure, que le Conseil jure ceci, et puis après, mais je n'ai pas repris, vous avez le texte de l'engagement des Érythréens. Alors, incontestable, le cadre de ce document très mutilé est juratoire, et au milieu des lacunes qui tombent évidemment mal, il y a une espèce de loi de Murphy de l'épigraphie qui veut que là où ça vous intéresse, il y a un trou. Bon. Et donc, ça tombe mal parce qu'évidemment, vous voyez que là, moi j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait avant et après, mais bon, il faut bien faire avec ce qui nous est donné. On discerne donc à la ligne 18, vous voyez l'expression Katieron, on a Katakaïen qui veut dire brûler intégralement. On a aussi la référence à des coûts, vous voyez, d'une valeur qui ne soit pas inférieure à, 2 fois. Et c'est typique, parce qu'on peut évidemment mettre ces expressions en série, c'est typique d'injonctions qui concernent la valeur d'animaux qui sont offerts en sacrifice. Donc là, on est vraiment... Tout cela nous invite à être assez confiants par rapport à la restitution ici. Donc on a un passage qui mêle des hiéras, leur combustion, des coups, donc ça pointe évidemment vers un sacrifice juratoire. Le Conseil doit jurer, et c'est effectivement son serment qui est repris après, vous voyez que le Conseil jure ceci, et puis on a le serment. À la ligne 20, donc, on voit apparaître le peuple, je le disais, sans doute l'Assemblée, qui pourrait avoir été soumise au même type d'engagement, puisqu'on a la même configuration chaque fois. Ce qui est consigné ensuite, donc que je n'ai pas reproduit, c'est l'engagement des Érythréens, et non pas l'invocation au Dieu et l'imprécation, puisque vous voyez qu'ils sont présentés d'emblée dans le commentaire de ce qui doit être juré. Ce qui est important, évidemment, ce qu'il est important de conserver en mémoire, c'est les engagements effectifs qui sont pris. Donc vous voyez qu'ici, manifestement, les Athéniens ont imposé aux Érythréens un serment qui est fondé sur leur propre pratique, c'est-à-dire juré par les 3 divinités que l'on trouve dans les serments athéniens, et sur des animaux sacrificiels, avec cette expression katieron que l'on a de façon régulière dans la documentation athénienne. Donc, vous voyez que l'épigraphie nous donne des éléments. Par bonheur, Thucydide, pour aller un petit peu maintenant vers un autre type de document, Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, et je vous mets ici sous les yeux une carte qui reprend les éléments essentiels de cette guerre du Péloponnèse, Thucydide, je disais, a conservé la mémoire de ce type d'engagement. Alors non plus dans le cadre de la Ligue de Délos, mais dans le cadre de la guerre elle-même, avec donc, ce type d'engagement, avec la mention des serments qui les accompagnent. Pour le passage que je vais vous mettre sous les yeux dans un instant, nous sommes en 420. Donc vous voyez, on est bien engagé dans la guerre qui a commencé en 430. Peu après la paix de Nicias, donc après une dizaine d'années, une paix a été signée qui refermait la première décade de la guerre du Péloponnèse, mais la situation reste complexe, elle reste fragile. Nous sommes bien placés pour savoir que les cessez-le-feu sont des choses fragiles. Et il en va de même en 420. Et Athènes engage un traité pour 100 ans, quel optimisme, pour 100 ans avec Argos, Mantinée et Élis. C'est-à-dire, vous remarquez, des cités du Péloponnèse, c'est-à-dire pour faire barrage évidemment à Sparte. Et traité veut dire serment. Que nous dit Thucydide? Je lis avec vous. Les serments ratifiant le traité seront prêtés par les Athéniens en leur nom et en celui de leurs alliés, les Argiens, les Mantinéens, les Éléens, et leurs alliés devront jurer cité par cité. Chacun devra jurer le serment local qui est le plus grand, kata, hieron, teleion.
Le serment sera celui-ci, donc en l'occurrence, l'engagement que tous doivent adopter. J'observerai l'alliance comme il a été convenu en toute loyauté, sans nuire ni tromper, et je ne la transgresserai pas par la ruse, ni par aucun autre moyen. Par aucun moyen. Alors évidemment, dans le texte de Thucydide ici, nous sommes face à une version particulièrement synthétique de l'engagement qui doit être commun à toutes les cités. On a retrouvé par ailleurs une partie de la lettre de l'engagement sur une stèle à Athènes, et c'était évidemment beaucoup plus développé. En ce qui concerne l'invocation et les imprécations, donc vous remarquez que Thucydide n'en donne pas le détail. Pourquoi ? Parce que précisément ce sont les composantes du plus grand serment local que chacun est amené à prêter de son côté. Donc chacun devra jurer à sa manière, mais en s'engageant sur les mêmes choses, sur les mêmes spécificités. Alors, les instances officielles, parce que voilà, là, avec Thucydide, évidemment, on a un peu plus de matériel pour penser la tenue même du serment. Comment cela va-t-il se passer ? Les serments seront renouvelés. Pour cela, les Athéniens iront à Élis, à Mantinée et à Argos, 30 jours avant les Olympiades, donc les concours olympiques, la grande fête de Zeus Olympios. Les Argiens, les Éléens et les Mantinéens iront à Athènes 10 jours avant les grandes Panathénées, qui est la grande fête d'Athènes. Les conventions relatives au traité, au serment et à l'alliance seront gravées sur une stèle de marbre placée pour Athènes sur l'Acropole, c'est-à-dire le plus haut lieu religieux de la cité, pour Argos dans le sanctuaire d'Apollon sur l'Agora, pour Mantinée dans le sanctuaire de Zeus sur l'Agora. Une stèle de bronze sera également installée en commun à Olympie, donc vous voyez l'affichage maximal de cet engagement, aux Olympiades de l'année. Donc vous voyez que la publication de ces engagements se fait systématiquement dans les sanctuaires les plus importants des cités parties prenantes, associant l'invocation des dieux à la mise en scène finalement concrète de leur statut de garant et de témoin dans le lieu qui leur est consacré. Donc vous voyez, je vous le disais la semaine dernière, quand certains interprètes finalement prennent assez à la légère la dimension proprement religieuse de ces engagements, je pense que c'est une erreur de perspective anachronique. C'est un anachronisme, une erreur de perspective. On voit bien que tout est fait pour que, je dirais, la garantie divine soit mise en ordre. On retrouve donc chez l'historien l'expression « katieron teleion », ce qui implique que le serment doit impérativement mobiliser des animaux sacrificiels adultes. On l'a vu la semaine dernière. On voit bien que la solennité de l'engagement est ainsi soutenue par la référence à ce qui se fait de plus prestigieux en termes de serment dans chaque cité. Et ce qui est le plus prestigieux implique une immolation animale. Ça, je crois que ça ne fait aucun doute. Mais si les animaux adultes sont impératifs pour le serment dans chaque cité, ça c'est une injonction qui est partagée par tous, on peut concevoir que la manipulation qui les concerne est susceptible d'être tout aussi locale que les dieux invoqués et la lettre de l'imprécation. Donc on voit bien que le schéma global, la trame, si vous voulez, je reprends un terme que j'ai utilisé l'année dernière en parlant du sacrifice, la trame de la démarche juratoire est partagée par toutes les cités qui sont impliquées dans l'opération, mais quand il s'agit des dieux, sauf évidemment quand Athènes impose aux Érythréens de jurer par sa propre triade, donc on voit bien que les configurations sont différentes selon les jeux de pouvoir, mais dans le cas qui nous occupe ici, on voit bien que chaque cité va jurer par les dieux qui font partie de son, vous le voyez, le Mégistos Orkos, le plus grand serment pour chaque cité. La formule de l'imprécation sera sûrement elle aussi locale. Et alors il y a cette manipulation des animaux qui m'intéresse, mais qui reste passablement occultée dans tous les textes que nous parcourons. Alors, après ce parcours dans différentes attestations du 5e siècle, parce que jusqu'à présent nous avions beaucoup travaillé sur les orateurs du 4e, et là je voulais vous montrer finalement, donner un petit peu de profondeur chronologique à ces questions. Donc les différents documents que nous avons vus jusqu'à présent sont datés du 5e siècle, avec donc le plus ancien à Marathon. J'en viens
à la constitution des Athéniens, ce qu'on trouve dans la constitution des Athéniens de l'école d'Aristote au siècle suivant, pour appréhender, et c'est une dimension que je vous avais annoncée précédemment, les serments des officiels de la cité, de ceux qui détiennent les charges politiquement les plus significatives dans la cité, ainsi que les charges judiciaires. Vous vous souvenez du passage du contre Léocrate de Lycurgue, il disait qu'il y avait 3 piliers à la cité, l'archone, le dikastès et l'idios. Donc, le magistrat, je vous ai expliqué la semaine dernière ce que j'entendais par là, le juge et le particulier. Donc là, on va arriver du côté des officiels, donc l'archone et le dikastès. Alors, dans la constitution des Athéniens de l'école d'Aristote, on trouve l'expression omniumi katieron également, à 2 reprises, une fois avec et une fois sans l'épithète téléion. Alors la première occurrence, c'est quand même assez extraordinaire, intervient au tout début du texte que nous avons conservé. Ce n'est pas le début de l'œuvre, malheureusement. Ce n'est pas le début de l'œuvre. Là, on est donc dans la partie de la Constitution qui retrace l'histoire des différents régimes politiques à Athènes. Et on est donc au moment où le conspirateur Cylon a voulu prendre le pouvoir et lui, enfin pas lui, mais ses compagnons de conjuration qui s'étaient réfugiés auprès de l'autel d'Athéna et qui s'étaient posés en suppliant pour échapper à la vindicte des Athéniens, puisque leur coup avait échoué, ont été mis à mort. Ce qui a suscité évidemment un sacrilège. On ne peut pas mettre à mort des suppliants. Les dieux ne veulent pas. Donc là encore, c'est pris très au sérieux. Et il y a donc sacrilège, et la famille en question, qu'on appelle les Alcméonides, ont été mis en cause dans un procès. Et vous voyez le début, évidemment, sur l'accusation de Myron. Après avoir prêté serment katieron, selon la naissance, alors là, le mot fait référence évidemment à ce qui est ici et qu'on a perdu, le sacrilège fut reconnu, les coupables eux-mêmes furent arrachés à leur tombe. Donc vous voyez, il y a une espèce de damnatio post-mortem. C'est très violent comme verdict. Et leur famille fut condamnée à l'exil perpétuel, puis le Crétois Épiménide purifia la cité. Donc, un épisode extrêmement traumatique dans la vie, enfin dans l'histoire des Athéniens. Et on sait par le témoignage parallèle de Plutarque que c'est 300 juges qui avaient été choisis parmi les familles nobles. Et donc, la Constitution ici fait référence au serment que ces juges ont prêté, puisqu'ils étaient appelés à se prononcer sur un sacrilège aux conséquences terribles, à la fois pour la cité et pour la famille, après l'énoncé du verdict. Donc ça, c'est la première occurrence. Vous voyez donc le katieron homosynthèse. La deuxième occurrence de cette expression intervient à un autre moment de l'histoire des régimes politiques athéniens, quand l'auteur évoque le régime des 400, qui ressort en fait du premier coup oligarchique de 411. Je vous ai parlé de cela lors de la deuxième leçon de cette année, donc tous ces soubresauts de la fin de la guerre du Péloponnèse, dont des coups de force oligarchiques. Et donc on voit que dans le cadre de cette prise en main oligarchique, 10 citoyens de plus de 40 ans élus par tribu ont été en charge de dresser la liste du nouveau corps des citoyens réduit à 5000 unités. C'est le principe d'un régime oligarchique, de réduire l'assiette de la décision politique au sein de la cité. C'est ce que le mot oligarchie veut dire, d'ailleurs. Or, cette mission se serait ouverte sur, vous le voyez, un serment prêté kat hieron teleion, donc sur des hiera teleia. Alors, on pressent évidemment que la solennité de l'occasion, il s'agit de rien moins que de reconfigurer le corps des citoyens. Cette solennité, l'importance de l'action qui est effectuée, ressort évidemment de l'expression choisie. Malheureusement, vous l'aurez remarqué aussi, ni dans le cas du procès des Alcméonides, ni dans le cas de ce coup de force de 411, on ne peut percevoir
le traitement qui était réservé à ces animaux. Hormis l'hypothèse que j'ai faite il y a un instant en ayant lu cette inscription mutilée, qu'il y avait une combustion intégrale de quelque chose. Mais c'est cette inscription très mutilée qui me permet de faire cette hypothèse. Alors, pour tenter d'y voir clair sur cette question de la combustion, il faudra se rendre dans d'autres cités, et je le ferai la semaine prochaine. Mais je ne quitte pas encore la constitution, ni Athènes, ni la constitution des Athéniens, parce qu'un autre dossier très important pour le serment s'y trouve consigné, mais sans l'expression katierone. Donc il va falloir essayer de comprendre si c'est, à quoi c'est dû. Alors, il s'agit cette fois du serment des 9 archontes avant leur entrée en charge. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Lycurgue, dans le Contre Léocrate, parlait des 3 piliers, l'archone, le dikastès, l'idios. L'archone, dans le champ de ces fonctionnaires publics, de ces magistrats, les 9 archontes sont l'exécutif et le niveau le plus élevé du pouvoir à Athènes. Et vous vous souviendrez, parce qu'on a vu ce texte ensemble il y a peu, du super brevet de citoyenneté auquel ces archontes devaient se soumettre. Dans la même constitution, on voit les questions qui leur sont posées. J'avais surtout insisté sur les hiéras d'Apollon Patros et de Zeus Archéos. Et donc, ensuite, ils doivent produire des témoins, une fois que ces questions ont été rencontrées. Ils doivent produire des témoins, puis des votes ont lieu au conseil et au tribunal, donc c'est un processus relativement complexe, et voici la suite. Donc là, vous voyez qu'on était au paragraphe 3. Au paragraphe 5, voilà ce qui est écrit dans la Constitution des Athéniens, enfin dans le texte de l'école d'Aristote. Après avoir été examiné de cette manière, donc tout ce que je viens d'évoquer, ils se rendent à la pierre sur laquelle se trouvent les tomias et où les arbitres prêtent serment avant d'émettre leurs arbitrages, ainsi que les témoins qui jurent pour s'exonérer d'un témoignage. Après y être montés, ils, et dans ce cas-là, c'est les archontes, pas nécessairement les arbitres et les témoins, ils jurent d'exercer leur charge avec justice et conformément aux lois, de ne pas recevoir de cadeaux en raison de leur fonction, donc pas de corruption, et s'ils en reçoivent, de dédier une statue en or. Après avoir juré à cet endroit, ils se rendent sur l'acropole et ils y prêtent à nouveau le même serment. C'est après cela qu'ils entrent en fonction. Donc vous voyez, le processus est relativement complexe et il y a cette scène assez exceptionnelle de la prestation de serment. Alors, cette fameuse pierre, la Constitution, on avait déjà parlé bien plus tôt dans le texte. Nous sommes là au chapitre 7 et on se trouve à ce moment-là dans l'histoire des régimes politiques qu'a traversé Athènes, au moment où Solon publie ses lois. Et donc, que nous dit le texte? Il, donc Solon, établit une constitution et institua d'autres lois. On cessa d'user des lois de Dracon, donc le législateur antérieur, sauf de celles sur le meurtre. Je vais y revenir. Ayant transcrit les lois sur les curbeies, je n'ai pas traduit parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, enfin c'est très discuté, on les plaça dans le portique royal et tous jurèrent de les observer. Les 9 archontes, les voilà, en prêtant serment à la pierre, déclaraient qu'ils dédieraient une statue en or s'ils transgressaient l'une des lois. On voit qu'il y a là une petite différence, puisque la statue en or, c'était manifestement la pénalité pour la corruption. Mais bon, ce n'est pas important pour mon point. Donc c'est pourquoi ils jurent ainsi encore maintenant. Donc vous voyez que le serment à la pierre est tout sauf banal. Mais avant d'entrer dans le détail, je dois préciser le contexte topographique de tous ces passages. Ça nous permet de rentrer dans le concret de la vie athénienne, sur le terrain en quelque sorte. Alors, c'est un plan de l'agora que je vous ai déjà montré, mis sous les yeux.
dans la mesure où ici vous avez l'autel des 12 dieux dont je vous avais parlé lors de la deuxième leçon. C'est à partir de cet autel que les distances sur le territoire étaient mesurées avec les piliers hermaïques. Vous vous souviendrez de cet épisode. Donc, quand on parle de portique royal, c'est là que ça se situe. Donc, on n'est pas très loin de l'autel des 12 dieux. Donc, c'est dans cette partie de l'agora. Donc, la stoa Basileios, parfois on dira Basileia, on va le voir dans un instant. Quand je vous ai parlé de l'autel des 12 dieux et de l'affaire des Hermocopides, je vous ai aussi parlé de la codification des lois par Nicomachos. J'y ai encore fait référence la semaine dernière. Enfin, la codification dite de Nicomachos, je ne reprends pas le pourquoi de cette réserve. Et parmi les lois transcrites par la commission dont Nicomachos faisait partie, il y avait précisément la loi de Dracon sur le meurtre. Or, vous voyez ici, on cessa d'user des lois de Dracon, sauf de celles sur le meurtre. C'est une projection donc au temps de Solon, c'est-à-dire début du VIe siècle. Là, nous sommes lors de la codification des lois, et c'est un texte que je vous ai mis sous les yeux lors de cette deuxième leçon où je parlais précisément de l'épisode de la codification, et il est explicitement dit, vous voyez, dans cette republication de la loi de Dracon sur le meurtre, qu'elle doit être consignée donc, par les greffiers des lois, donc Nicomachos et ses camarades, reçue par l'Archon III, c'est-à-dire le basileus, dont je vais vous parler dans un instant, en collaboration avec le secrétaire du Conseil, sur une stèle en pierre, érigée devant le portique royal. Donc on voit bien que le portique royal, de ce point de vue, est un endroit essentiel pour la publication, des lois. Alors, le portique est royal parce que précisément c'est le bureau du basileus, l'Archon III. Nous on dit Archon III par facilité, mais les Grecs disent basileus, roi. Mais on sait qu'on n'est plus dans un régime royal, donc il faut faire l'adaptation. Donc c'est près du bureau, en quelque sorte, du basileus qu'étaient affichées les lois de la cité, en tout cas après la codification de la fin du 5e et du début du 4e siècle. Et de ce point de vue, ce que la Constitution nous dit des lois de Solon est anachronique, assurément, parce qu'on sait par ailleurs que les lois de Solon ont d'abord été publiées sur l'Acropole. C'est sur l'Acropole que les lois de Solon étaient exposées. Donc, bon, mais ça c'est un détail. Donc, je disais que la qualité de royal du portique royal lui vient donc de son association au basileus, et il est intéressant de voir que dans la cité démocratique, où évidemment le basileus n'a plus tous les aspects du pouvoir exécutif, militaire, judiciaire, ce qui reste absolument central dans la fonction du basileus, c'est la supervision des sacrifices ancestraux. Donc on voit bien que la dimension religieuse du régime est évidemment étroitement liée à la figure du basileus. Alors, ces fameuses lois, on sait qu'elles avaient été donc publiées sur l'Acropole, mais que vers 460, elles étaient descendues sur l'Agora, on les avait descendues sur l'Agora, et puis qu'à la fin du siècle, je vous l'ai dit, il y avait tout un travail de codification avec un affichage au portique royal. On peut concevoir que quand on a déplacé les lois de Solon, ou en tout cas ce qui restait, parce qu'il y avait quand même un siècle et demi qui s'était passé, ce qui restait de ces monuments vénérables devait être placé près du portique royal. Et pour toutes ces questions de loi et d'écriture de la loi, je vous renvoie à un livre très récent, 2025, d'Antoine Chabot, qui s'appelle « Chanter la loi » et qui pose la question épineuse de l'inscription de la loi. Mais en tout cas, après ce que je vous ai dit du calendrier sacrificiel public issu de la codification dite de Nicomachos, vous ne serez pas étonné, évidemment, du fait que la loi sur le meurtre qui a été recodifiée soit évidemment exposée au portique royal. Alors, ça, c'était pour les aspects fonctionnels du bâtiment.
le portique royal. Maintenant, il y a les enseignements de l'archéologie, très importants pour comprendre comment ce bâtiment s'insérait dans la vie des Athéniens. En 1970, l'école américaine d'archéologie qui fouillait l'Agora, et qui la fouille encore d'ailleurs, ils sont toujours en charge des fouilles sur l'Agora, mais fouiller à Athènes, au cœur d'Athènes, c'est très compliqué. En fait, donc en 1970, les archéologues américains ont mis au jour donc, cette fameuse Stoa Basileios, la Stoa royale, dont vous avez ici le plan et ici l'élévation. Par rapport aux autres portiques de la place, que vous voyez là et là, il est de taille relativement modeste, et le terminus postquem du bâtiment, donc le moment après lequel il a été élevé, est le deuxième quart du VIe siècle. Donc, voilà, on est un peu après Solon. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus dans le détail d'une datation. En revanche, on sait que le bâtiment a subi plusieurs réfections au Ve siècle, mais comme vous le savez, les Perses sont passés par là. Donc le sac d'Athènes en 480 a laissé des traces. Mais ce qui est fort intéressant par rapport à ce que je vous ai dit il y a un instant de l'affichage des lois, c'est qu'un tel affichage est en fait contemporain d'une modification de plan. Oui, ça, donc, probablement qu'au moment où on a construit la Stoa, l'Agora, et peu après, puisque là c'est une projection vers 500, voilà comment se présentait l'Agora. Ici, vous avez l'Agora classique, qui est évidemment plus fournie en bâtiment. Mais au début de l'existence du portique royal, voilà où on en était. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au moment où cette codification des lois a lieu à la fin du Ve siècle, on s'aperçoit que, donc archéologiquement parlant, le bâtiment qui n'avait pas d'ailes au début en reçoit. Il y a donc ici deux ailes, nord et sud, et quand on lit le rapport de fouille, on voit bien que les deux éléments sont liés. Je lis avec vous ce que l'archéologue Shear écrit donc dans le compte-rendu de la fouille de 1971. J'ai traduit, c'était en anglais. La fonction initiale des deux ailes ressort peut-être plus clairement des vestiges du porche sud, car le porche nord a subi bien plus de modifications ultérieures. Sur le stylobate, donc le soutènement du porche sud, cependant, les espaces entre les colonnes sont entièrement occupés par de longues fentes rectangulaires destinées à accueillir de grandes stèles de marbre, et le socle d'une stèle similaire était installé entre le mur sud de l'ancienne Stoa et sa première colonne. La taille inhabituellement grande des stèles, comme l'indiquent les découpes, suggère que des documents d'une importance capitale y étaient exposés. Des stèles en marbre portant des inscriptions similaires ont également été érigées dans l'aile nord, bien que la disposition y fût quelque peu différente. Les stèles n'étaient pas placées isolément entre les colonnes, mais disposées bord à bord par 3 ou 4 et fixées à une base unique. Et on a effectivement retrouvé des fragments de la codification dite de Nicomachos qui correspondent absolument à cette évocation qui est liée à la fouille du bâtiment. Donc, ça entre parfaitement en résonance. Mais ce n'est pas tout, et je vais retrouver le serment que je n'ai pas oublié. On a en effet mis au jour, dans cette même campagne de fouille, cette grande pierre que vous voyez ici. Donc là, vous avez la Stoa Basileios, vous avez cette grande pierre. Une grande pierre plate qui est contre les marches de la Stoa. Vous la voyez ici aussi, on l'a conservée malgré la construction du porche. Et donc elle repose sur la première marche de la Stoa, et à cet endroit, les marches ici ne sont pas usées. Ça veut dire que la pierre est là depuis le début. Sinon, on aurait l'usure du passage. La pierre, en revanche, elle-même, elle est usée, et donc elle est laissée brute, vous la voyez ici sous un autre angle, elle est laissée brute sur les côtés, mais le dessus est lissé et, selon le fouilleur, je dirais ce polissage a été effectué par le passage de pieds ou en tout cas des manipulations sur la pierre. Donc c'est une grande pierre en calcaire dur qui mesure 2 mètres, quasiment 3 mètres
de long, 2 mètres de large, sur une petite quarantaine de centimètres de haut. Et comme vous le voyez à l'écran, une partie de la pierre, ceci en fait c'est une partie de la pierre qui a dû être mise en contrebas. Lors d'un levage, on a dû la déplacer, peut-être au moment de la construction du portique nord, et en fait on l'a mis pour la stabiliser. Mais c'est la même pierre, il y a eu un déplacement qui l'a cassée manifestement. Alors, il y a peu de doute, et donc vous voyez ici la pierre est reprise dans l'élévation. Il y a peu de doute que nous ayons affaire au lithos dont parle la Constitution des Athéniens, donc cette pierre sur laquelle montaient les archontes pour prêter serment d'agir avec justice dans le cadre de leur charge, conformément aux lois, sans se laisser corrompre. Et on apprend aussi, dans ce même passage de la Constitution des Athéniens, que le même serment était prononcé juste après sur l'Acropole. Malheureusement, on ne sait pas où. On ne sait pas où sur l'Acropole. Et donc, cette double localisation du serment est très intéressante parce que tout se passe comme si l'histoire même du rapport d'Athènes à ses lois se dessinait dans le parcours juratoire des archontes, mais en une chronologie inversée. Les curbeises de Solon avaient été affichés sur l'Acropole au lieu des sanctuaires d'Athéna, Polias, de Zeus, Polius, donc les super protecteurs de la cité. Et le serment des archontes a toute raison de s'y être tenu initialement. Bon, à une époque qu'on peut difficilement préciser. Ce fut a fortiori le cas quand les curbeises de Solon ont été affichés sur l'Acropole. Il y avait encore plus de raisons que le serment de respecter les lois soit prêté à cet endroit-là. Puis, quand les curbeises sont descendus sur l'agora, et a fortiori quand on a recodifié les lois, les nomoi d'Athènes, en les affichant à la Stoa Basileios, évidemment, le serment s'est effectué là aussi. Et donc, aux lois de Solon dédiées à Athéna, à Zeus, sur l'acropole sanctuaire, répondent les lois affichées au portique royal, non loin aussi de l'autel des 12 dieux. Or, manifestement, la construction de l'autel des 12 dieux est de peu postérieure à celle, quelques décennies quand même, mais on est dans, vous voyez, la zone est relativement vide à ce moment-là, et vous avez ces deux éléments extrêmement importants qui se juxtaposent. Au IVe siècle au moins, en tout cas, les archontes prêtent serment d'abord sur le lithos de l'Agora, et puis ils montent sur l'Acropole près d'Athéna. Mais on voit bien que là, le circuit est lui-même signifiant. Alors, je reviens au lithos, à la pierre. Selon la constitution des Athéniens, vous le voyez à l'écran, quand les archontes montent sur la pierre, s'y trouve ce que l'auteur, et je l'ai mis en rouge, appelle les tomia. Alors, le terme appartient à la famille du verbe temno, que nous avons déjà vu, dans le lexique homérique du serment. Vous vous souviendrez, c'est le verbe qui signifie couper, découper. Couper, et donc les tomias sont littéralement les choses coupées. C'est un terme technique rare, essentiellement attique, c'est surtout à Athènes qu'on le trouve. Et si l'on en croit la définition d'Hésichios, vous vous souviendrez, Hésichios est un glossateur du IVe siècle de notre ère qui explique aux lecteurs de son temps des mots qui ne sont plus susceptibles de comprendre. Et tomia, manifestement, ça reste mystérieux à l'époque. Et donc, il définit cela comme étant les découpes, les mutilations du mort, donc c'est un sens du terme, et les parts sacrées, taïera, sur lesquelles on jure en immolant un animal. Donc vous avez ici la notion de découpe, la notion de part sacrée et la notion d'immolation, d'égorgement. Les tomias sont donc le résultat d'une découpe animale que le glossateur associe à la sacralité des parts sacrificielles. Et donc on voit bien que dans cette définition que vous avez à l'écran, les tomias sont ce qu'on appelle le terme marqué par rapport à hiera, qui est le terme générique. Mais les tomias relèvent de la catégorie des hiera, mais c'en est une partie spécifique. C'est ça ce que signifie un terme marqué. Le terme est rare, je le disais, et exclusif à la sphère du serment.
On ne le trouve pas utilisé dans un autre contexte. Et hormis un passage parodique d'Aristophane, sur lequel j'aurai probablement l'occasion de revenir plus tard, un seul autre document fait référence à un serment explicitement associé à des tomias, mais dans un contexte judiciaire cette fois. Je vous avais dit, aujourd'hui on va parler de l'archone, mais aussi du dicastès. Voyons le texte. Alors, il s'agit du contre Aristocrates, j'en ai déjà parlé, il y avait une question de citoyenneté aussi, d'obtention de la citoyenneté. Et le plaideur ici fait référence à des accusations de meurtre, accusations graves s'il en est, dont il faut s'assurer qu'elles ne sont pas lancées sans précaution. On n'accuse pas de meurtre un concitoyen comme cela, pour se venger bêtement. Non, il faut que ce soit fondé. Et que fait-on pour fonder l'accusation? On fait prêter serment. En effet, si un citoyen, donc à titre particulier, entame ce type de procédure, il doit prêter un serment dont le plaideur dans le contre Aristocrates va évidemment, déployer le cérémonial. Et je lis avec vous. Considérez en effet ceci. Vous savez tous, je suppose, qu'à l'aréopage où la loi permet et ordonne qu'un meurtre soit jugé, c'est un des tribunaux qui s'occupait de meurtre, d'abord celui qui accuse quelqu'un d'un pareil crime jurera en invoquant sa propre destruction, celle de sa descendance et de sa maison. Donc ça, c'est l'imprécation telle qu'on la connaît maintenant. De plus, la forme du serment n'est pas une forme quelconque. Vous voyez ici le terme tropos, la manière de faire. N'est pas une forme quelconque et elle n'est jamais observée que dans ce cas. On jure debout sur les tomias d'un verra, d'un bélier et d'un taureau qui ont été immolés par ceux qu'il faut et aux jours qui conviennent, afin que toutes les règles rituelles soient respectées quant au moment et à ceux qui conduisent l'opération. Et vous avez cette expression « oson est hosion », qui est un terme dont je vous ai déjà souvent parlé. Donc c'est vraiment la ritualité normée. Après cela, celui qui a prêté un tel serment n'est pas encore cru sur parole. S'il est convaincu de mensonge, il y aura seulement gagné de faire retomber son parjure sur ses enfants et sur sa descendance. Alors, vous remarquez qu'il n'est pas question du lithos ici. Mais les interprètes, et je les suis, s'accordent généralement à penser que c'est bien là que se tenait aussi ce type de serment en cas de procédure pour meurtre. On sait en effet, par un autre discours de Démosthène, que le conseil de l'aréopage, compétent donc en matière de meurtre, on le voit ici, était susceptible de siéger au portique royal. Donc on voit bien que tout cela est enchâssé dans ce lieu très spécifique de l'agora d'Athènes. Je vous rappelle en outre que la seule loi de Dracon qui avait été conservée par les Athéniens et qui était affichée au portique royal était précisément la loi sur le meurtre. Donc la convergence est telle qu'il est extrêmement difficile de considérer que ce ne serait pas sur le lithos que ces accusateurs sont amenés à jurer. Enfin, se tenir debout au milieu des tomias, donc des découpes, offre l'image en miroir du serment des archontes au lithos. Lui aussi, on l'a vu dans la Constitution, prêté debout sur la pierre où se trouvent les tomias. Et c'est intéressant sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'en cas d'accusation de meurtre, l'accusateur doit prêter un serment tout aussi spectaculaire finalement et scénographié que celui que prêtent les détenteurs des plus hautes fonctions dans la cité. Et je vous dis, cette analogie est intéressante car elle montre finalement que la cité est autant en danger de dissolution quand un citoyen porterait contre un autre une accusation non fondée, quand les archontes ne respecteraient pas les lois ou se laisseraient corrompre. Il y a donc là un jeu d'analogie qui est très intéressant. Alors, si l'on en croit la constitution des Athéniens, les serments de récusation y avaient également lieu. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un jure qu'il n'a rien à voir avec une affaire ou qu'il ne veut pas témoigner, enfin, se récuser, quoi, comme on le fait encore aujourd'hui dans nos tribunaux. Donc, seul un passage de Lycurgue y fait référence dans le Contre Léocrate. Alors, ce n'est pas
le passage dont je vous parle depuis le début du cours, où le serment est ce qui maintient la cité, c'est un autre passage. Un autre passage du Léocrate, et le plaideur dans ce passage appelle des témoins contre l'accusé tout en craignant qu'il ne trouve des échappatoires. Que faut-il faire pour que quelqu'un ne se soustrait pas à son devoir de vérité? Eh bien, on l'oblige à faire jurer par la procédure de récusation. Et au total, je vous fais juste une petite parenthèse, on a très peu d'attestations de procédure de récusation. Manifestement, le fait de devoir jurer décourageait les gens d'aller prêter des faux serments dans ce cadre. Donc, bon. Or, que leur dit l'orateur à ceux qui doivent jurer avant de témoigner? Contenant les hiéras, ils jurent en se récusant selon la loi. Donc vous voyez que là, on a la référence à un geste, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Que sont ces hiéras? Si l'on considère le texte de la Constitution que nous avons sous les yeux, qui dit que les témoins qui jurent pour s'exonérer le font au litos, on peut évidemment concevoir que les hiéras dont il est question ici, ce sont les tomias dont on nous parle par ailleurs, c'est-à-dire les produits de la découpe dont doit se saisir le jureur lorsqu'il se récuse, ce qui est une variation sur le thème du serment debout sur la pierre. On voit que tout cela joue sur les mêmes éléments. Alors, j'en reviens au serment qui est demandé à celui qui accuse un concitoyen de meurtre. Comme le sait parfaitement Démosthène, qui a écrit ce plaidoyer, les procès sont des occasions où l'on prête serment continuellement. Je l'ai dit. Les témoins, les jurés, les juges, tout le monde doit prêter des serments. Et on ignore, ça ne vous étonnera pas, les modalités concrètes de telles prestations, c'est-à-dire le tropos, le mode. Je n'ai plus remis le grec ici, mais le mode, la manière dont on pratique. Ici, c'est exceptionnel, il le dit lui-même. Il le dit, en tout cas en contexte judiciaire, puisqu'on voit que le jeu de miroir avec le serment des archontes est quand même assez fort. Mais en tout cas en contexte judiciaire, le serment est exceptionnel par la posture. Donc manifestement, dans le cas de la récusation, on ne faisait pas tout à fait la même chose. Et vous voyez qu'il y a 3 animaux qui sont concernés, qui sont des représentants de 3 espèces. Et c'est un sacrifice qui est bien connu par ailleurs, c'est ce qu'on appelle en grec la tritoia, enfin à Athènes, mais dans un sacrifice tusia, tout à fait habituel, si ce n'est qu'il y a évidemment une dimension plus prestigieuse dans le fait d'avoir ces 3 animaux, un de chaque espèce. Et c'est ce que les Romains appellent les suovetoril. Si vous connaissez un petit peu les questions de sacrifice romain, c'est une tendance. Et hier, dans le cadre de mon séminaire, on parlait d'un sacrifice en Chine, et on voyait aussi un sacrifice qui mêlait les 3 espèces. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la pratique sacrificielle au-delà de la Grèce. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment aussi cette insistance très forte de Démosthène sur l'ossian, le respect de la règle. Donc manifestement, c'est quelque chose qui était extrêmement encadré d'un point de vue rituel. Alors évidemment, l'insistance avec laquelle le plaideur évoque ces exigences requises tient, il ne faut pas l'oublier, à la volonté de persuader les jurés, puisque là, vous avez un plaidoyer judiciaire. Et donc, là, il y a une forme de dramatisation du contexte. Il n'empêche que cette emphase rhétorique n'enlève rien à l'intérêt de cette évocation, parce que pour convaincre, il ne faut pas inventer. Certes, il y a une emphase qui est mise sur le contexte, mais il n'a pas inventé le contexte. Donc ça devait faire écho à la connaissance de son auditoire. Alors, j'arrive au bout. Le moment de l'immolation, donc, et le profil de ceux qui l'accomplissent, dans ce cas-ci, relève d'impératifs rituels spécifiques. Vous voyez qu'on ne nomme pas. Il parle de ceux qui conduisent l'opération. Ça n'a pas l'air d'être des prêtres ou voilà, ce qu'on trouve, ou du personnel cultuel que l'on trouve dans le cas d'une tusia. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez spécifique.
Donc, manifestement, il y avait quelque chose d'exceptionnel qui était en jeu dès qu'il s'agissait d'un serment prêté par des individus au lithos, que ce soit avant d'assumer le plus haut degré de l'archéia dans la cité ou de porter une accusation pour meurtre. Or, vous devez savoir, en plus, que, et on le sait par ailleurs, dans ce genre de cas, quand quelqu'un accuse d'un meurtre, s'il produit des témoins, les témoins doivent aussi jurer comme ça. Donc, vous voyez qu'on prend 1000 précautions pour éviter une accusation non fondée. Donc, les témoins doivent prêter aussi serment de la même manière. Or, dans un autre discours judiciaire, celui d'Antiphon cette fois, sur le meurtre d'Hérode, donc vous voyez une affaire de meurtre, le plaideur part du principe que tout ce qu'on dit sur lui, puisque le plaideur c'est l'accusé ici, n'est pas fondé, et qu'en plus les témoins qui sont présentés par la partie adverse n'ont pas juré en touchant les sphagia. En touchant les sphagia, et donc derrière sphagia, vous reconnaîtrez le verbe sphazo, qui signifie égorger, et donc c'est le verbe de la mise à mort qui est connu depuis l'Iliade. Donc les sphagia, ce sont les choses qui résultent de l'égorgement, comme les tomia sont les choses qui résultent de la découpe. Il s'agit à nouveau d'un terme marqué sur l'arrière-plan générique des hiéras que l'on piste depuis le début de la leçon. Donc vous voyez, et je conclus, je suis un petit peu en retard, je conclus, les gestes du serment se laissent deviner en pointillé derrière le dossier de texte que nous avons lu et analysé avec l'expression katierone en fil rouge. Alors je vous l'ai dit, le serment n'implique pas toujours le recours à un animal, mais quand c'est le cas, il revêt une solennité que vient encore étendre l'exigence que les animaux soient adultes ou qu'il y en ait 3, comme dans le cas qui nous occupe ici. Alors, on verra la semaine prochaine s'il ne faut pas affiner encore les implications de l'épithète téléos dans ce contexte. Mais voilà, la ritualité adéquate et spécifique et l'ossion qu'il faut respecter, qui est particulièrement souligné dans ce passage de Démosthène, m'interpelle, et nous verrons s'il est possible d'affiner encore l'interprétation en sortant d'Athènes. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans ce même amphithéâtre, on sera ici aussi, la semaine prochaine pour le dernier cours. Merci pour votre attention. Ah oui, j'avais un tableau là. Voilà, où j'ajoutais les éléments du vocabulaire. Voilà, vous aviez l'Iliade et puis vous avez Athènes, où on voit évidemment, vous voyez dans les parts animales, on a hiéra, tomia, sphagia, donc on voit que pour le serment, ça se déploie. Voilà.